Vous êtes vachement lucide, hein? Je sais pas. Ah si, je vous le dis. Parce que j'ai eu 34 ans aussi à un moment. Bonsoir Mathieu Kassovitz, vous êtes à l'affiche de Amen, le nouveau film de Costa Gavras, consacré au silence du pape Pie XII et du monde occidental face à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous en parlerons tout à l'heure avec Costa Gavras, qui, comme vous, a choisi, tout le monde en parle pour s'exprimer, et je vous en remercie. Voilà. Alors à part ça, vous triomphez dans Amélie Poulain, favori au César, nommé dans 5 catégories aux Oscars. Quand vous avez reçu le scénario, vous avez compris tout de suite que ça serait un triomphe? Ah non, on sait pas. On sait jamais si c'est un triomphe, mais on sait que ça va être un bon film. Ouais. Vous avez eu envie de le faire tout de suite? Ouais, pour le scénario et pour Jean-Pierre, bien sûr. On vous verra cette année dans un film tourné en l'an 2000 qui s'appelle Birthday Girl de Jess Butterworth, avec Vincent Cassel, Ben Chaplin et Nicole Kidman. C'est l'histoire d'une jeune Russe qui est venue en Grande-Bretagne pour épouser un homme qu'elle a connu par Internet. Et il y a 2 tueurs dans le film, c'est vous et Vincent Cassel. Nicole Kidman, ça s'est passé comment? Très très bien, c'était le post-divorce, donc c'était très bien et c'était agréable. Parce qu'il travaillait là-bas, on a tourné en Australie parce que son mari travaillait sur Mission Impossible 2. Et donc c'était amusant d'être au courant des rumeurs, de tout ce qui se passait sur le tournage de John Woo, qui est quand même un metteur en scène aussi, important. Ouais. Comment elle est sympa dans la vie? Oui, elle est très sympa, bien sûr. Quelle chance de rencontrer Nicole Kidman. Vous l'embrassez dans le film, non? Non, c'est Vincent, bien sûr, qui fait ça. C'est dur, mais à chaque fois, c'est la même chose, j'en ai marre. Alors, Mathieu, Costa Gavras, donc Amen, Amélie Poulain, le film avec Nicole Kidman, vous êtes un homme comblé. Et d'ailleurs, le magazine Newsweek, le grand magazine américain, vous a choisi comme l'une des 7 personnalités qui dessineront le futur. Alors, il y a des gens incroyables, hein. Il y a le futur président de la Chine, enfin, il y a des types et des femmes extraordinaires. Vous savez ce que ça mérite, ça, quand même. Merci. Moi, je vous aime beaucoup. C'est gentil, merci. Non, mais vraiment, je vous aime beaucoup. Alors, j'ose pas vous le dire, mais je vais quand même vous le dire. Dans la vie, bon, vous êtes bien, hein. Mais quand vous êtes dans un film, il y a quelque chose de surnaturel, c'est sans doute la photogénie. Ce qu'on appelle les visages angulaires. Ah bon? Qui accrochent bien la lumière. Ah oui, ça vous accrochez bien. Vous êtes mais vraiment ancuré dans le film de Costa Gavras, vous êtes génial. Hein. Non, ça passe. Mais c'est les rôles, et puis ça dépend aussi, bien sûr, des metteurs en scène et la façon dont ils vous filment. Bien éclairé, bien filmé aussi, sans doute. Oui, c'est bien sûr. Parce que alors, on va voir, Mathieu Kassovitz, comment vous en êtes arrivé là. Et puis d'abord, d'où vous venez. Alors, votre père, réalisateur, c'est le réalisateur Peter Kassovitz, dont le dernier film, Jacob le Menteur, sorti en l'an 2000. Avec Robin Williams, ce qui n'est pas rien. Hein. Alors, votre père a quitté la Hongrie en 1956, au moment de l'intervention soviétique à Budapest, pour s'installer à Paris. Et lui, fils d'ouvrier, s'est rapidement intégré dans le milieu intellectuel de Saint-Germain-des-Prés. Oui, c'était un des intérêts de venir en France à l'époque pour surtout les gens qui venaient des pays de l'Est ou qui vivaient sous une dictature. C'était de venir en France et de rencontrer les intellectuels français qui, à l'époque, étaient pullulés à Saint-Germain-des-Prés. À l'époque, il y avait Jean-Paul Sartre qui prenait son café, on pouvait lui parler assez facilement. Oui. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Alors après, il a fait mai 68, votre père. Et alors, votre mère est monteuse et vous avez déclaré « J'ai toujours vécu au milieu des rembobineuses et des bobines. Si mes parents avaient été boulangers, j'aurais été boulanger. Mais comme ils étaient dans le cinéma, je suis dans le cinéma, je suis devenu cinéaste. » Oui, forcément. Le cinéma est venu naturellement, oui, ça fait partie du plaisir de découvrir des films et de pouvoir en plus les analyser. Mais c'est comme quand on est pâtissier, de découvrir un gâteau et puis de commencer à analyser comment c'est fait. C'est la même chose. Et puis, votre père avait eu très rapidement un magnétoscope, à l'époque où c'était rare. Et alors là, vous avez vraiment appris, c'est qu'il vous montrait les films et puis vous expliquait comment ça se fabriquait. Parce que c'était la première fois où on pouvait voir des films et les arrêter au milieu. Les arrêter, revenir, étudier, quoi. Donc vous avez appris le cinéma, en fait, vraiment par apprentissage, d'une façon très empirique. Vous êtes un autodidacte, en fait, de la fabrication des films. Vous n'êtes pas un théoricien. Je suis... Oui. J'ai jamais été bon à l'école, donc j'ai eu du pot de pouvoir faire un métier qui ne nécessitait pas de diplôme. Ouais. Vous n'avez pas fait l'IDEC, vous n'avez pas fait la FEMIS, rien du tout. Et alors, à partir de là, vous allez essayer d'entrer dans le cinéma par tous les moyens possibles. Acteur, d'abord, avec votre père. Vous jouez dans un film qui s'appelle Au bout du banc avec Jane Birkin. Et même dans une mini-série consacrée à Berlioz. Non, mais c'est des trucs qu'on fait quand on est enfant, et j'ai fait Berlioz quand j'étais jeune. Et bon, c'est dur parce que ça se passe avec des collants et avec une perruque. C'est toujours très difficile à assumer. Si quelqu'un a ces images, je lance un appel ce soir de Mathieu Kassovitz en jeune Berlioz. Je paye plus cher. Hein, avec des collants, une perruque et un faunet. Et puis alors... Non, le faunet, c'est toujours le même. Hein. C'est un vrai. Hein. Ah bon?
Alors, vous entrez aussi dans le cinéma par la réalisation. Vous êtes très, très précoce. Dès l'âge de 12-13 ans, vous faites des films d'horreur très gore. Vous prenez des mannequins, vous mettez du sang dedans. Oui, on avait c'était l'époque de zombies et de tous ces magnifiques films, des giallo italiens. Et voilà, on essayait de faire la même chose à la maison. Ouais. Film de Romero, d'Argento. Tous ces films bien sanglants. Et on avait un manuel qui était écrit par un spécialiste des effets spéciaux italien et américain. Et on essayait de faire la même chose qu'eux, mais ça marchait jamais. Vous avez 34 ans, ça fait quand même 22 ans que vous faites du cinéma déjà. C'est vrai. Mais par exemple, j'ai rencontré Jodie Foster, qui a 33 ans, avait 30 ans de carrière. Ah oui, ça c'est bien. Ça, c'est pas mal là, aussi. Tout le monde. Alors vous essayez même d'être critique de cinéma, vous collaborez à des fanzines vers l'âge de 15-16 ans. Vous apercevez que vous n'êtes pas un grand critique. Donc, c'est là que j'ai pris la conscience du travail de critique et que c'était pas le mien. Vous n'aimez pas trop les critiques, hein? J'ai toujours un problème des gens qui vivent sur le travail des autres, mais ça c'est... après, il y a des bonnes critiques, les gens qui sont intelligents, j'aime les gens intelligents, mais ce n'est pas parce qu'on est critique qu'on est forcément intelligent, malheureusement. Non, vous dites que par exemple un critique qui se réveille de mauvais poil, poum, il vous met qu'une étoile au lieu de 2, au lieu de 3. Non, mais c'est sûr, c'est que c'est tellement subjectif. Moi, j'aime bien cette phrase, je n'ai jamais eu l'occasion de la dire, mais c'est vrai que les avis, c'est comme les trous du cul. Hein. Tout le monde en a. Voilà, exactement. Donc c'est bien de pouvoir s'exprimer, mais il ne faut pas non plus être trop vindicatif. Et puis le choix ces choix personnels, il ne faut pas les imposer aux autres. Votre père, lui donc, quand il est arrivé à Paris en arrivant de Hongrie, il est arrivé à s'intégrer dans le milieu intello. Et vous, c'est en réaction, sans doute, vous êtes devenu punk en 77. Un petit punk de 1m12. Vous traîniez au Hall? Ah ouais, on traînait au Hall, c'était horrible. Vous viviez de la Valstar en prenant du fringue à nord. On allait à la sortie de la Scala pour faire chier les mecs disco. Ah bah, je vois quand on s'est croisés, on était même, très bien. Il y a eu l'époque punk, après il y a eu l'époque rap. Hip-hop, qui est toujours la musique que j'écoute aujourd'hui. Toujours votre truc, ça? Ben ouais, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et puis un jour, vous voyez Le Dernier Combat, le premier long métrage de Luc Besson, en noir et blanc, en scope noir et blanc. Et alors jusque-là, vous aviez envie de faire du cinéma, et ce jour-là, vous décidez d'en faire, parce qu'à la sortie du film, votre père vous dit, tu vois, le mec qui a fait ça, il a 23 ans. Ouais, c'était un moment important parce qu'on était, à cette époque du cinéma, dans le cinéma français, on était encore sur des régimes très, très, presque draconiens. Il fallait être premier assistant avant d'être réalisateur. Il y avait une espèce de... Le CNC, il y avait une grosse machine française, il y avait un espèce de cursus qu'on devait suivre, et lui, il a tout cassé en arrivant et en faisant ça, un film qui était en plus un film de science-fiction, ce qui était très important pour l'époque et pour nous, puisqu'il n'y avait pas du tout, ce genre n'était absolument pas représenté en France. Alors voilà, à l'époque, vous avez 17 ans, vous dites, c'est bon, j'arrête l'école. Ouais, c'était à cette époque-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma passion, j'ai pas besoin de faire d'école pour... j'ai pas besoin d'avoir mon bac, donc j'avais l'opportunité de travailler en tant que stagiaire sur des films, et voilà, je suis parti. Vous avez jamais regretté ça, d'avoir arrêté l'école si tôt? Non, c'est essentiel, je suis tout le temps, là, quand on me demande, en tant que les gens qui veulent faire du cinéma, qu'est-ce que je peux faire? Fais du cinéma. Voilà, fais du cinéma, voilà. Si tu veux faire du cinéma. Aujourd'hui, il y a les caméras DV qui permettent de faire des petits films, enfin, des grands films, même absolument magnifiques. Et puis, être présent sur un tournage comme Grouillot, c'est là où on apprend le plus. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une boîte de prod, et puis vous avez franchi tous les échelons en parfait autodidacte du cinéma. Alors, stagiaire, évidemment, quand on bloque une rue et qu'on a la journée à bloquer une rue... On a le temps d'observer. C'est bien, non, parce que ça fait qu'après, quand je suis réalisateur, je sais que quand je prends une décision de faire un plan dans une rue et qu'il faut bloquer toute la rue sur 200 mètres, et qu'après je me dis, ah non, c'est pas là, il faudrait que je me mette là, c'est 1 heure de déplacement, c'est un problème énorme et que je perds du temps. Donc c'est très important de connaître l'infrastructure d'un tournage pour pouvoir être efficace en tournage. Alors, en 90, vous faites votre premier court-métrage, Pierrot le Pou, inspiré évidemment de Pierrot le Fou, enfin au moins pour le titre. Alors, un court-métrage autofinancé, vous cassez votre tirelire, 20 000 balles. Ouais. Comment vous les aviez eu, ces 20 000 balles? J'étais stagiaire sur des films. Ah oui, c'est des économies? Oui, 1500 francs la semaine quand on travaille, si on peut mettre un peu d'argent de côté, mais on travaille pas. Voilà, alors avec une caméra Bolex à ressort, ce qui fait qu'on pouvait faire que des plans qui duraient 30 secondes parce qu'on remontait là, c'est ça? Oui, c'est des caméras qui ont servi pendant la guerre, des caméras 16 où il n'y avait pas besoin d'électricité, qui fonctionnent d'une façon mécanique, où tu remontes la caméra, ça fait un plan de 30 secondes. Et si on veut faire un plan d'1 minute, on peut pas? Non. C'est emmerdant, quoi. Non, mais c'est pas mal. C'est les contraintes techniques qui permettent aussi d'inventer les films. Et les meilleurs films ne sont pas de pure vue d'artiste, ce sont des problèmes, des gens qui sont affrontés à des problèmes et qui ont réussi à trouver des solutions. Alors, votre premier long métrage, c'est 3 ans plus tard, c'est Métis, avec Julie Mauduec, qui est votre épouse aujourd'hui, Lola dans le film. En 95, vous explosez avec La Haine, prix de la mise en scène à Cannes, 2 Césars, succès international et Marionnette au Guignol.
star. Pas longtemps, hein. Ouais. Pas longtemps. Ils ont essayé, mais en fait, je crois qu'ils avaient pris celle de Cousteau et qu'ils avaient réadapté, puis ça n'avait pas. Puis ça coûte marché cher, plus hein, de faire longtemps. des Ouais, marionnettes. je sais, mais j'étais stagiaire au Guignol bon pendant une année, ouais. Ouais. En 97, Assassin, avec un S, pas comme Le Cours, il n'y avait pas d'S, avec Michel Serrault. Le film soulève une tempête extraordinaire à Cannes. C'était fait pour. Bras d'honneur et tout, là. On avait tout. Et vous dites, c'est celui dont je suis le plus fier. C'est de la provocation, vous le pensez vraiment? Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un succès après en faisant La Haine. Après, j'avais deux choix. Soit je me rangeais des camions et je continuais, je faisais La Haine 2. Oui, ça, vous avez dû en avoir des propositions. Oui, c'était la possibilité. Ouais. Et puis après, ou sinon, c'était faire un dernier film où j'avais vraiment ce que j'avais à dire, puis surtout en réaction par rapport à La Haine. Et j'ai fait Assassin, qui est un film extrêmement violent. Je suis content d'avoir fait à cette époque, je pourrais plus le faire aujourd'hui. Ouais. Et alors là, vous partez 2 ans aux États-Unis, hein, pour voir un peu comment ça se passe. J'ai travaillé sur des projets avec des superstars que j'ai jamais vus. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, soit je reste et j'attends, soit je retourne en France et je fais ce que j'avais envie de faire. Vous êtes revenu en France? Je suis revenu et puis on m'a appelé, on m'a dit, tiens, tu veux pas faire Les Rivières? Comme c'était un peu l'état d'esprit que je voulais trouver aux États-Unis, c'est-à-dire faire un film de commande, que je ne sois pas, moi, obligé de l'inventer, de le faire jusqu'au bout parce que c'est fatigant. J'ai dit ouais. Alors, ce film, Les Rivières pourpres, a été un succès énorme, mais vous le reniez. Non. Ah si, vous le reniez. Ah bon. Non, mais je sais pas, non, mais Mathieu, vous avez déclaré, c'est pas mon univers, Non, je c'est de renie la pas le tarte film. à la crème, c'est juste agréable à regarder. Oui. Non, c'est parce que je suis un petit peu trop prétentieux. Ah bon? Oui, c'est parce que je pense que je peux faire mieux. Oui. Voilà, Au niveau du scénario, c'est sûr. c'est sûr. Il faut vivre avec après. Mais c'est un film que j'adore. Et je me suis pas marré à le faire parce que c'était très dur à faire, mais je l'ai revu, là encore, il passe à la télé. Et j'aime vraiment, la mise en scène me plaît vraiment énormément. Alors, on a l'impression, quand on lit un petit peu vos déclarations, quand on vous écoute en ce moment, que vous avez un peu fait le tour des films d'ados, des films de jeunes, des films clips à effets spéciaux, et que désormais vous avez envie de faire des films à contenu, des films avec du sens. Non, mais je grandis, voilà, maintenant j'ai 34 ans, je veux c'est vieux. 35, ouais, ça va. Non, mais ça va, c'est plus la même chose que quand j'avais 25. J'ai vu beaucoup de films, j'ai vu beaucoup de films d'action. Je suis plus impressionné depuis l'arrivée du digital. Maintenant, rien n'est impossible. Alors, quand c'est utilisé pour Le Seigneur des Anneaux, moi, je suis absolument époustouflé par le brio de la technologie et du talent du metteur en scène et sa possibilité. Mais quand c'est fait pour faire vraiment du pur film d'effets spéciaux, ça m'intéresse pas. N'importe quelle pub pour Peg Machine a autant de digital et d'effets spéciaux. Hein. Ouais. Non, mais même après, c'est des choix personnels. Moi, je sais que je m'ennuie à faire un truc d'action pur. J'aime bien, mais j'ai préféré arriver à faire un truc d'action à l'intérieur d'une histoire qui me prend au trip. Et c'est plus amusant. Là, le projet sur lequel vous allez travailler, celui pour lequel vous allez entrer en écriture pendant 1 an, il y a du sens. Vraiment. Je travaille en ce moment, donc je suis en plein dedans et c'est un vrai plaisir de trouver quelque chose pour lequel on a une véritable passion, quoi. Parce qu'on est tellement sur une énergie c'est sa vie qui est en jeu, là. On se pose, il n'y a pas de problème de financement, pas de problème d'argent personnel, on travaille, puis après on commence à se faire rattraper un peu par le système. Et puis aujourd'hui, je me dis, je suis même pas obligé de travailler, parce que j'ai fait Lancôme, je pourrais me reposer et ne plus bouger. Mais le fait de faire Lancôme me fait que ça me permet de travailler plus sur mes projets à moi et de pas faire Les Rivières pourpres 2 ou Taxi 4, voilà. Vous êtes vachement lucide, hein? Je sais pas. Ah si, je vous le dis. Parce que j'ai eu 34 ans aussi à un moment. J'étais bien plus con. Alors, parallèlement à votre... Pardon? Je m'en souviens. Oui, je t'ai Parallèlement à votre carrière de réalisateur, vous menez une carrière d'acteur. Et je vous ai dit en commençant le bien que je pensais de vous en tant qu'acteur aussi. Alors, il y a eu le film de Jacques Audiard, Regarde les hommes tomber. Un autre film de Jacques Audiard, Un héros très discret. Et puis Mon homme de Bertrand Blier. Et puis Amélie Poulain, puis plein d'autres bien sûr. Et puis Amen. Alors, vous ne considérez pas acteur comme un métier, vous vous dites, j'ai pas d'angoisse parce que de toute façon, quand j'arrive sur le plateau, contrairement à plein d'autres acteurs, moi finalement il n'y a pas tellement d'enjeux parce que c'est pas le truc qui m'intéresse vraiment dans la vie et ça vous donne, c'est vrai, sans doute une grande décontraction. Oui, c'est le principal, c'est de ne pas avoir peur. Le trac fait qu'on ne sait plus, on n'arrive pas à se contrôler. Ça paralyse. Si vous voyez les acteurs, les grands acteurs, ceux qu'on admire vraiment, les Brando, les De Niro, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont sûrs d'eux. C'est pour ça qu'on les remarque quand ils arrivent dans un endroit. Même De Niro, qui est un petit gars, quand il arrive dans un endroit, tout le monde fait parce qu'il dégage quelque chose, il est sûr de lui, il n'a rien à prouver. Et à partir du moment où tu arrives sur un tournage et que tu n'as rien à prouver, tout d'un coup, tu es libre. Ouais. Alors vous dites, j'ai plus envie de faire de film en tant qu'acteur, sauf si c'est Scorsese. Non, mais ça c'est une vanne, mais bon. C'est une vanne, mais c'est pour dire que j'aime bien travailler avec des metteurs en scène que j'aime. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène vraiment
Et puis surtout, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, je crois. Donc j'ai pas besoin de continuer ça. Ouais. Je fais des films en tant que réalisateur, ça me prend du temps, ça me prend mon énergie. Jean-Pierre il disait qu'il me trouvait admirable que j'arrive à faire 3 trucs en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est plus intéressant de faire un truc bien que 3 pas bien. Ça, je l'ai appris aussi. Voilà. Alors, donc, vous ne bossez pas spécialement pour le pognon, sinon, comme vous dites, vous feriez Les Rivières Pourpres 2 ou la N4. Vous dites le principe, c'est une phrase à méditer. Le principe, c'est de réussir sa vie, c'est pas de devenir milliardaire. Non, si on peut réussir sa vie en devenir milliardaire, c'est pas mal. Mais enfin, si c'est pour redistribuer de l'argent aussi, parce que après, il y a une consommation d'argent qu'on ne peut pas dépasser non plus. Donc, Alors, je vous dis que vous êtes sage. Après la haine, on vous a accusé d'avoir pris un peu la grosse tête. Vous vous en souvenez de ça? Oui, mais c'est tout le temps. Oui. Normal, hein, c'est too much, too soon, beaucoup de succès très jeune, oui. Peut-être que je l'ai prise, j'ai certainement... Non, c'est parce que j'étais... Je sais pas. Peut-être que je suis pas rentré dans le domaine aussi dans lequel on voulait me faire rentrer. Tout le monde voulait que vous deveniez une starlette, c'est ça? Ouais, et puis en me battant contre, je suis devenu une super starlette. Non, mais c'est vrai que vous avez appris à devenir courtois, là, vous êtes quand même... Non, mais on grandit, j'ai eu des réactions après la haine, des réactions qui étaient réelles. J'ai vu des gens qui m'ont dit des choses absolument ahurissantes et dangereuse pour le film. Moi, je me bats 2 ans pour raconter une histoire qui a un sens. Moi, on ne veut pas faire un film comme ça et se retrouver apprenez à parler banlieue dans VSD. Malheureusement, on n'est pas au contrôle de ça. Donc, vous devenez plus courtois, vous dites on ne peut pas mettre des coups de poing toute sa vie? Non, parce que si on tape, en plus, si on s'adresse à un système comme ça aussi fort que l'économie qu'il y a dans le cinéma et tout ce qu'il y a autour au niveau des médias, on tape dans un mur. Donc, il vaut mieux l'infiltrer d'une façon sournoise et habile et puis voir ce qu'on peut en faire à l'intérieur. Quand on va chercher du pognon auprès d'un producteur, il vaut mieux être sympa. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il vous donne du blé si déjà il ne récupère pas son blé, qu'il n'a pas des preuves comme quoi il va récupérer son blé. Et en plus, si vous l'insultez pendant tout... Voilà, donc il n'y a aucune raison. Et je comprends ça, donc j'espère que je peux utiliser aussi ce système d'une autre façon. Vous apprenez à vivre? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une époque, je ne me serais jamais venu ici, quoi. C'est un truc qui m'aurait fait extrêmement peur de me dire, on a fait un film avec Costa, par exemple, qui est extrêmement précis et pour Costa et pour moi aussi, enfin pour tous les gens qui ont travaillé sur le film, c'est une œuvre qui nous importante. La communication autour de ce film est très très importante. Moi je me suis rendu compte, je me suis fait détruire des choses que je voulais dire à travers la façon dont même moi j'ai communiqué d'une façon idiote. Donc il faut faire attention, mais d'un autre côté il faut être vu aussi. Et jusqu'ici, tout va bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.